Après sa conversion au capitalisme, la Chine est devenue la seconde puissance mondiale, à la place du Japon. La Chine a connu un rattrapage extrêmement rapide parce qu'il y a seulement 5 ans, le PIB de la Chine n'était que la moitié de celui du Japon. La Chine a donc connu un rattrapage extrêmement rapide et évidemment son but c'est d'arriver à devenir la première puissance mondiale à la place des États-Unis. Mais bon, ça ne se passera probablement pas avant 2020-2030 si d'ici là l'Inde n'est pas passée devant. Si en 2010 la Chine est bien devenue cette seconde puissance mondiale, c'est en grande partie grâce à son entrée dans l'OMC en 2001. L'OMC étant l'Organisation mondiale du commerce, cela lui a ouvert les portes du monde entier. Et à partir de ce moment-là, sa croissance annuelle a été en moyenne de 10%. Le résultat, c'est que la croissance économique de la Chine représente 30% de la croissance économique mondiale. Elle est ainsi devenue le premier exportateur mondial à la place de l'Allemagne et, il faut le reconnaître, en grande partie grâce à des investissements productifs impressionnants. Regarde ce document sur les investissements en milliards de dollars. On s'aperçoit que pour la Chine, il y a une nette différence entre la dernière année, qui est 2010, et la première, qui est 1980. Quand on regarde 1980, les investissements productifs sont extrêmement faibles si on les compare à ceux des États-Unis à la même époque, et encore mieux à ceux du Japon. Par contre, on s'aperçoit que la Chine a une progression extraordinaire. Certes, les États-Unis aussi, puisqu'on s'aperçoit que pour l'année 2005, ils ont des investissements extrêmement importants. Par contre, on se rend compte que le Japon, lui, parce que c'était le moment où il a été en crise. En effet, le Japon a connu une crise d'une dizaine d'années, du reste il est encore dans cette crise, qui a fait que la demande augmentait très peu, donc la production augmentait peu, donc il y avait peu besoin d'investissement. Et cela explique aussi pourquoi la Chine a pu passer en 2010 devant le Japon. Quand on regarde les investissements, on comprend effectivement pourquoi. Le Japon a eu un manque finalement d'investissement ou de moins de croissance dans les investissements. Par contre, la Chine a progressé de manière phénoménale, surtout la dernière année, puisqu'il y a eu environ 3000 milliards de dollars d'investissement, alors que les États-Unis à la même époque n'en faisaient plus qu'environ 2100 ou quelque chose comme ça. Quant au Japon, il était extrêmement peu productif, ou du moins il avait peu d'investissement, puisqu'il atteignait après à peine les 1000. Donc on se rend compte que l'investissement joue un rôle fondamental dans la progression économique de la Chine. Ce qui est étonnant, c'est que malgré ses exploits économiques, la Chine soit toujours un pays en développement, ou du moins un pays émergent. Comment peut-on expliquer cela ? Eh bien, si on regarde le PIB, cela paraît extraordinaire cette progression. Et ça l'est en effet. Mais si on compare le PIB au nombre d'habitants, pour produire ce PIB, la Chine a quand même 1,3 milliard d'habitants. Et évidemment, cette richesse est à partager entre ce 1,3 milliard. Si on compare cela au Japon, dont le PIB est maintenant légèrement inférieur, eh bien, ce PIB est produit par 127 millions d'habitants et pour ces 127 millions d'habitants. Donc, bien évidemment, le niveau de vie du Japon est supérieur, 10 fois supérieur à celui de la Chine, et donc le niveau de vie chinois reste malgré tout faible. Et chaque Chinois, s'il y en a maintenant des millionnaires de plus en plus nombreux, bon, la masse chinoise reste encore extrêmement pauvre. La Chine n'est plus, comme on le disait encore très récemment, l'atelier du monde. En fait, elle est beaucoup plus que cela. Et cela se comprend quand on voit le nombre de chercheurs. En fait,
La Chine est au second rang mondial pour le nombre de chercheurs, juste derrière les États-Unis et devant le Japon. En plus, la recherche se développe et depuis 1995, le budget pour la recherche-développement a doublé en Chine. Et actuellement, la Chine investit massivement dans les nanotechnologies, ce qui fait que ses exportations gagnent énormément en valeur ajoutée. Certes, au départ, c'était bien les t-shirts et puis tous les trucs en plastique de bas niveau. Maintenant, de plus en plus, il y a tout ce qui est des nouvelles technologies, et on voit donc la Chine gagner très nettement en valeur pour les produits qu'elle exporte. De plus, la Chine est devenue le premier créancier du monde. C'est elle qui prête au monde entier. Elle prête d'abord aux États-Unis, puisqu'elle rachète les bons du Trésor américain, et donc les États-Unis, dont la dette est énorme, ont un créancier qui est la Chine et qui joue de plus en plus de son poids en tant que créancier. En plus, lorsque les pays européens du Sud ont eu des problèmes et continuent à avoir des problèmes avec leurs dettes, la Chine a racheté de la dette européenne, elle rachète des entreprises européennes et donc elle s'implique de plus en plus dans l'économie mondiale. Ce qui fait que depuis cette année, les investissements directs de la Chine à l'étranger sont devenus supérieurs aux investissements que les étrangers pouvaient faire en Chine. Cela fait donc de la Chine un pays financièrement extrêmement important. La Chine commence à avoir les différents éléments qui font d'elle une grande puissance. Quels sont ces éléments? Bien, on vient de voir déjà la puissance financière de la Chine, mais on peut parler aussi de la puissance diplomatique. Plus ça va, plus la Chine fait entendre sa voix à l'ONU, ce qui est un élément extrêmement important. Ensuite, dans le domaine militaire, la Chine augmente son budget militaire régulièrement. Cette année, il a augmenté de 13%, et le budget militaire chinois atteint maintenant 91 milliards. Bon, c'est fort peu par rapport au budget américain qui dépasse largement les 500 milliards, mais c'est une progression extrêmement importante. Autre élément de puissance, la puissance spatiale. En effet, la Chine a réussi à envoyer un homme dans l'espace, et elle est donc le troisième pays à réussir ce phénomène. Il y a d'abord eu l'URSS, la Russie de maintenant, les États-Unis et la Chine. Or, les États-Unis ont abandonné leur programme spatial pour l'instant et ont abandonné l'idée de retourner sur la Lune ou d'aller sur Mars, ou du moins dans l'immédiat. Par contre, la Chine a décidé de continuer son programme et d'envoyer un homme dans la Lune, donc dans les années à venir. Donc un programme spatial qui suit son cours. Dernier élément de puissance, c'est la puissance culturelle. Évidemment, comparé aux États-Unis, la puissance culturelle chinoise est brève. Mais en fait, il faut bien voir que en Asie, par exemple, sa puissance est importante, sa puissance culturelle est importante. Et pour ce qui est du reste du monde, la Chine a multiplié les instituts Confucius pour faire connaître sa langue, connaître sa culture, sa civilisation. Et cela montre bien une volonté de devenir une puissance culturelle, elle aussi.